Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre expérience en ce qui concerne la prise en charge de l'infection au VIH dans notre service maladies infectieuses de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc mon travail va être scindé en plusieurs parties, une introduction, puis matériel et méthodes d'études, résultats, discussions et conclusions. Donc l'infection VIH chez l'enfant, c'est une problématique importante puisque en 2018, il y a 1,7 million d'enfants qui sont infectés par le VIH. Nouvelle infection, 160 000 enfants et les décès par VIH dans le monde est 100 000 cas chaque année en 2018. Au Maroc, les statistiques sont un peu biaisées parce qu'il y a une sous-déclaration des cas. Il y a une estimation de 1000 enfants qui seraient infectés par le VIH en 2019. Et déjà, en comptabilisant que les enfants qui sont sous trithérapie, il y en a 666 en 2019, ce qui représente 5% de personnes bénéficiant d'une trithérapie. L'objectif de l'étude, c'est de relever notre expérience en dégageant les situations socio-démographiques de ces patients-là, les profils clinico-immunologiques, immunobiologiques, les facteurs pronostiques, après avoir dégagé le devenir de ces patients. Il faut dire d'abord que l'enfant est le témoin silencieux de cette affection, qu'il est sujet à des stigmatisations et discriminations, et il y a un risque évolutif plus important chez l'enfant que chez l'adulte, puisque si on ne fait pas le diagnostic avant le deuxième année de vie, deuxième anniversaire, 50% sont exposés à une mortalité. Donc, le titre d'étude, c'est une étude rétroprospective, c'est allant de 90 à décembre 2019. Les critères d'inclusion sont les enfants de moins de 15 ans et chez qui l'infection a été confirmée, soit sur des arguments biologiques, à savoir une PCR ARN qui n'a été installée qu'en 2005, chez les nourrissons de moins de 18 mois, et pour les enfants de plus de 18 mois sur une sérologie ELISA, confirmée et ou par Western Blot ou bien par PCR. Parfois, le diagnostic est retenu sur des critères de présomption, comme stipulé dans certains cas par l'OMS, vérifiés par PCR dès que possible. Donc, avant 2004, ces enfants ont été diagnostiqués chez nous, puis acheminés à Casa, où il y avait des infectiologues adultes qui s'occupaient de l'enfant. Mais à partir de 2004, la prise en charge a été au service de maladies infectieuses, qui est maintenant un service de référence pédiatrique, et la trithérapie et le suivi est dispensé dans ce centre. Alors, les modalités de prise en charge, d'abord, lorsqu'on diagnostique un cas ou on suspecte un cas d'infection VIH, on l'hospitalise, on fait un bilan préthérapeutique comprenant un bilan immunovirologique, un bilan biochimique, un bilan des co-infections, puis on instaure un traitement des infections opportunistes et un traitement ARV en fonction des indications, puis le suivi des patients est assuré dans des consultations régulières en hôpital de jour où sont dispensés des bilans immunovirologiques et le traitement. Donc, les décès sont reportés sur les mentions du dossier, le diagnostic, je ne reviens pas là-dessus, et l'étude statistique a été faite moyennant une saisie à base de données Access avec une analyse à base d'un logiciel SPSS 20. Donc, quels sont les résultats? Donc, durant la période considérée, il y a eu 191 cas diagnostiqués. Et vous voyez, la courbe, elle est en ascendance parce qu'on a sensibilisé les médecins, ils font plus de diagnostics. Donc, c'est une courbe ascendante. Comment ces enfants sont arrivés dans le circuit de soins et dans la prise en charge VIH? Donc, vous voyez que la porte d'entrée est très, très diverse, mais il faut remarquer que 56% des patients ont été diagnostiqués en passant par des services d'hospitalisation pédiatrique. Donc, le pédiatre est amené à confronter ce genre de patients et il faut qu'il soulève le diagnostic le plus tôt possible, comme on le verra tout à l'heure. Donc, la plupart des personnes viennent de la région de Rabat Salé, Knetra, mais on a une certaine proportion qui vient de la région du Nord, notamment la région de Tétouan et de Tanger. Il faut dire que Rabat draine en particulier la région du Nord, Casa draine la région du Sud. Alors, les modalités de transmission de ces enfants, du VIH à ces enfants, se fait dans 98% des cas par transmission verticale, donc transmission mère-enfant. Il faut dire que dans 6% des cas,
de cette transmission verticale, la mère a ou bien été découvert sa séropositivité en cours de la grossesse, ou bien elle était déjà connue séropositive, et donc ces deux catégories auraient pu bénéficier d'une prévention de transmission mère-enfant qui n'a pas été efficace, et donc l'enfant a été contaminé. Donc c'est des opportunités ratées d'éviter la contamination chez l'enfant. Et comme on le verra tout à l'heure, l'enfant a révélé la séropositivité des parents dans à peu près les 2/3 des cas. Dans les autres cas, la transmission n'a pas été verticale. Donc, dans 2 cas de transfusion sanguine, un abus sexuel dans un cas, un acte chirurgical non protégé dans un cas. Donc la transmission verticale, c'est vrai, elle est prépondérante, mais elle n'est pas exhaustive. Alors, la plupart de ces enfants-là sont, il y a un sexe ratio supérieur chez le garçon que chez la fille. La nationalité, la majorité sont des Marocains, 10% seulement, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc le VIH, c'est un VIH autochtone, il n'est pas importé par la migration. Et il faut considérer la situation de ces enfants parce que ça va avoir un impact sur leur prise en charge ultérieure. La plupart, 42%, sont des orphelins du sida, donc en situation de vulnérabilité. Donc, le moment de prise en charge, il faut noter qu'à peu près 70% a été diagnostiqué avant l'âge de 3 ans et dans à peu près les 2/3 avant l'âge de 1 an. Donc, c'est un diagnostic qui a été fait vu la sévérité de l'infection, et c'est des infections précoces, donc exposées à un taux important de décès. Les autres, on a eu des diagnostics même à l'âge de 10 ans, alors que la transmission était verticale. Quelles sont les circonstances du diagnostic? La plupart, donc 58%, ont été diagnostiqués à cause d'une symptomatologie clinique patente. Donc le diagnostic a été fait parce qu'il y a eu des signes d'appel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des dépistages qui peuvent se faire de façon fortuite dans le cadre de familial, parents-enfants, ou bien fratrie, ou bien dans le cadre de suivi PTME. Alors, le délai entre le début de la symptomatologie et le diagnostic est très variable, mais vous notez qu'on a pu arriver à un diagnostic dans 44% des cas avant 6 mois de déclaration de la maladie, mais toutefois, le diagnostic a été tardif chez 32,2% des cas, puisque le diagnostic a été porté après 2 ans d'évolution de symptomatologie clinique. Donc, c'est des enfants qui ont traîné dans des consultations et le diagnostic n'a pas été évoqué. Alors, la symptomatologie au moment du diagnostic est très, très variable, mais on note plutôt que peut-être un biais de recrutement, le service est un service de respiratoire. 32,7% des signes d'appel ont été respiratoires, pneumopathie sévère, pneumopathie traînante, à répétition. Donc, il faut évoquer ce diagnostic devant ce tableau-là. Alors, l'examen physique a montré des signes très variables, une stagnation pondérale et staturale très présente, une cachexie qui classe l'enfant au stade 4, c'est-à-dire stade sida, dans un pourcentage de 15 à 20% des cas, une microcranie dans le cadre d'une encéphalopathie à VIH ou bien une infection à CMV, des otites purulents, des infections à répétition. Donc, devant ces tableaux, il faut évoquer le VIH, notamment une pneumopathie très lente, et toute tuberculose maintenant doit faire un test VIH. C'est une porte d'entrée de diagnostic très important. Alors, le diagnostic a été variable avant 2005 et après 2005. Avant 2005, on n'avait pas la PCR, et donc chez l'enfant de moins de 18 mois, on n'avait que la sérologie et l'antigénémie P24, et on suivait l'enfant. Mais après 2005, on a eu cette PCR, et chez ces enfants-là, on peut proposer la PCR. Donc, vous voyez les critères de diagnostic. De plus en plus, on a recours à la PCR. Le diagnostic a été fait de façon très tardive. Vous voyez que 57% des cas sont au stade clinique 3 et 4 de l'OMS et 72% des cas sont au stade immunologique 3 et 4. Donc, c'est un diagnostic très tardif. Et je reporte le cas d'un enfant pour donner comme exemple, nourrisson de 20 mois, qui était admis le 5/7 pour première consultation aux urgences pédiatriques pour déshydratation aiguë, gastroentérite aiguë fébrile, bilan à titre externe, numération écho-abdominale, numération qui n'a pas été analysée malheureusement. Le 37, deuxième consultation. Professeur Soumi, il y a encore 2 minutes. Vous avez dépassé le temps.
Donc, je passe ce cas. De toute façon, c'est un enfant qui a évolué pendant 5 mois, pendant des consultations à l'hôpital, et il est décédé parce qu'il n'a pas été pris en charge. Une simple numération aurait été analysée, aurait montré une lymphopénie et aurait redressé le diagnostic. Donc, il y a des infections opportunistes, dont les plus importantes, c'est la tuberculose. Donc, un autre cas avec syndrome interstitiel et infection ACMV. L'évolution, dans la plupart des cas, bon, on a une série active maintenant de 88 cas. On a eu quand même des décès et des perdus de vue, mais des situations sont en train de régresser au fil du temps par une meilleure prise en charge et la collaboration avec différents partenaires. Donc, le traitement, il était instauré chez à peu près tous les patients, mais on a eu quand même 5 fois de cas de résistance. L'efficacité thérapeutique, elle est notable puisqu'on a obtenu une charge virale indétectable dans la plupart des cas. Et pour les décès, vous voyez que leur courbe est en train de descendre, que la cause, c'est la tuberculose, que le décès se fait le plus souvent au cours de la première hospitalisation. Donc, c'est des enfants qui viennent avec un retard diagnostique important. Donc, les facteurs pronostiques qui ont été dégagés par cette étude, c'est d'abord les stades cliniques avancés, le taux de CD4 inférieur à 5%, l'anémie et l'importance du retard stadio-pondéral. Donc, je donne des messages très importants. Il y a un retard diagnostique, donc il faut évoquer diagnostic devant toute infection qui traîne, une lymphopénie, une thrombopénie, un syndrome infectieux, un retard stadio-pondéral, un retard psychomoteur. Le test VIH, il doit être la première exploration des déficits immunitaires. J'ai vu pas mal de dossiers, exploration, typage lymphocytaire et tout ça. Ils ne pensent pas au VIH, malheureusement. Si le test positif, vous pouvez faire quelque chose, puisque vous pouvez instaurer une prophylaxie par le cotrimoxazole et référer vers un centre référent où là on pourrait démarrer la trithérapie. Et l'infection VIH n'est plus une maladie fatale, c'est une maladie chronique. On parle d'enfants vivant avec le VIH, donc quand même on a un taux de survie très important. Donc le dernier cas, enfin le premier cas, il a maintenant 30 ans. Meilleure connaissance des professionnels de santé va réduire la stigmatisation au milieu de soins, qui est une source de fuite de système de soins. Et la prise en charge, d'abord, je le répète, elle est gratuite. Et il faut proposer le test surtout à toute femme en âge de procréer, parce que c'est la meilleure façon d'éviter un enfant contaminé. Et je vous remercie.